À mesure que la Chine se révèle comme une puissance de premier plan, on voit la région Asie-Pacifique devenir progressivement le nouveau centre du monde. Mais le nouvel ordre voulu par la Chine dans la région bouscule de manière périlleuse l'équilibre des forces en présence. Mais pourquoi la mer de Chine suscite-t-elle aujourd'hui autant de convoitises? À peine arrivé au pouvoir, fin 2012, le président Xi Jinping a lancé un slogan évocateur, le rêve chinois. Ce projet ambitieux vise à restaurer la grandeur impériale de la Chine et à mettre en œuvre une armée moderne. We Chinese are striving to achieve the Chinese dream, which is the great renewal of the Chinese nation. The Chinese dream is about enhancing the strength and the prosperity of the nation and the well-being of the Chinese people. En affirmant ainsi son rêve de grandeur, la Chine se place en rivale de l'autre grande puissance de la région, les États-Unis. Implantés dans le Pacifique depuis leur victoire sur le Japon impérial en 1945. With most of the world's nuclear power and some half of humanity, Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation. La mer de Chine est devenue l'un des théâtres stratégiques où Beijing avance activement ses pions, au risque de provoquer de graves tensions avec les pays riverains, Vietnam et Philippines. À l'exemple des îles Spratly, où la Chine transforme des récifs en îles de béton avec pistes d'atterrissage. Les Américains, quant à eux, se positionnent de manière inflexible sur le principe de la libre circulation. Ils considèrent que ces îles artificielles chinoises menacent la navigation internationale sur une route où transite la moitié du fret mondial. La stratégie du pivot vers l'Est, définie par Obama, vise à contrer l'influence croissante de la Chine. As we end today's wars, I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia-Pacific a top priority. As a result, reductions in U.S. defense spending will not, I repeat, will not come at the expense of the Asia-Pacific. Ainsi, les États-Unis recentrent leur position tactique sur l'Asie en renforçant leurs ententes, notamment avec le Japon, l'allié historique de Washington, qui vient de perdre sa place de deuxième puissance économique mondiale au profit de la Chine. Le Japon, qui redoute, tout comme les autres alliés des Américains, l'hégémonie de ce puissant voisin. Le premier des enjeux de la mer de Chine est la navigation, dont l'économie chinoise est fortement dépendante. C'est par là que passent les plus grandes routes commerciales. Pour la Chine, c'est indispensable. C'est sa liaison avec l'Europe, c'est sa liaison avec les États-Unis. Pour le Japon, c'est idem. Donc je dirais que le premier enjeu, c'est un enjeu commercial. La plupart des biens produits dans l'Asie du Sud-Est et en Chine partent des rivages de ce continent et traversent ces mers. Mais aussi, toutes les matières premières qui servent à les faire, à les fabriquer, arrivent par la mer. Et donc, ces deux mers sont essentielles à l'économie mondiale. La Chine est maintenant le premier consommateur mondial de poissons, donc elle a besoin d'importer de façon massive, elle a besoin de pêcher de façon massive, et le premier pêcheur de la zone, c'est le Vietnam. Donc c'est quelque chose qui joue quand même pas mal en arrière-plan dans les tensions. Il y a un troisième enjeu qui est le pétrole. Il y en a dans la zone. C'est pour la Chine un enjeu important, pour le Japon de la même manière, puisqu'ils n'ont pas de ressources en propre, ou pas suffisamment en tout cas. Ils sont obligés d'importer l'essentiel de leurs hydrocarbures. C'est un enjeu pour le Vietnam aussi, puisque le Vietnam actuellement est autosuffisant entre guillemets en pétrole, mais ses ressources commencent à s'épuiser, donc il a besoin d'en retrouver de nouvelles. Mais il y a un quatrième enjeu dans la zone,
c'est la rivalité militaire entre la Chine et les États-Unis. Les Américains maintiennent de nombreuses bases dans la région depuis leur victoire dans la guerre du Pacifique en 1945. Il y a deux grandes marines qui dominent la région, qui sont bien sûr la marine des États-Unis d'Amérique et la marine chinoise, tout simplement par leur importance. Leur importance stratégique pour la marine américaine. La marine américaine, vous le savez, elle est partagée entre deux océans, le Pacifique et l'Atlantique. Aujourd'hui, le président Obama a affirmé que c'était le Pacifique le théâtre le plus important et l'essentiel des moyens navals américains y sont concentrés. Les Chinois jouent dans leur cour, ils sont chez eux. Et ils ont fait un effort considérable pour augmenter le niveau de leur marine et la mener petit à petit au niveau de celui de leur puissance économique et leur puissance diplomatique, leur puissance économique étant aujourd'hui une des premières au monde. Pour comprendre les rivalités contemporaines autour de la mer de Chine, il faut revenir à la Convention de Montego Bay. Depuis les années 50, sous l'égide des Nations Unies, les États ont cherché à établir un droit de la mer. Ce droit de la mer concerne surtout la navigation et l'exploitation des richesses. Il faudra attendre 1982 pour que l'ONU vote un texte satisfaisant pour la majorité des États. C'est la Constitution maritime des océans. Elle a apporté quelque chose de fondamentalement nouveau dans la définition des espaces maritimes. C'est-à-dire qu'on a les pays côtiers ont droit à une mer territoriale qui va jusqu'à 12 nautiques. Et la création fondamentale de cette convention, c'est la zone économique exclusive qui va jusqu'à 200 nautiques et qui donne des droits économiques et des devoirs environnementaux sur cette zone-là. Et puis même au-delà, on peut aller à ce qu'on appelle un plateau continental étendu. Donc ça fait en gros un peu moins de 700 km, 600 et quelques kilomètres. Et dans une mer semi-fermée comme la mer de Chine du Sud, il est bien évident que la haute mer finit par disparaître, et à supposer que tous ceux qui revendiquent des plateaux continentaux étendus aient gain de cause, tout va se toucher. C'est à l'occasion d'une demande d'extension du plateau continental de la Malaisie et du Vietnam, en 2009, que la Chine a fait paraître pour la première fois au niveau international sa fameuse carte du tracé en 9 traits. La Chine annonce soudainement à l'ONU que 80% de la mer de Chine du Sud lui appartient. Elle joint à sa requête de 2009 une carte avec un tracé en 9 traits et explique qu'elle considère l'espace maritime ainsi délimité comme une mer historique de la Chine. Pour le gouvernement chinois, la ligne des 9 traits est un droit historique et doit être reconnu par le droit international. C'est valable pour tous les pays. Quand un grave différend surgit, l'essentiel est d'appliquer le principe d'un règlement pacifique en accord avec le droit international. La revendication du tracé en 9 traits est assez vague, ambiguë. Et encore une fois, d'après nos connaissances, elle n'est pas en accord avec le droit international. Nous avons dit publiquement et de manière plus informelle à la Chine qu'elle devait clarifier sa position. Alors ce qui est assez habile, c'est que cette ligne dans 9 traits, vous imaginez, 9 traits sur une mer complète, c'est comme si on délimitait les zones en Méditerranée en 9 traits, c'est terriblement imprécis et du coup c'est terriblement efficace. Parce que comme la limite n'est pas tracée, elle est négociable, mais en même temps vous pouvez jouer sur les frontières en permanence. Vous êtes chez vous, vous n'êtes pas chez vous, vous ne le savez pas, vous pouvez être de bonne foi, mais vous pouvez aussi être de mauvaise foi. Donc il y a un espace diplomatique, un espace d'influence considérable. La Chine, en s'appuyant sur le tracé en 9 traits, conteste aux pays riverains de la mer de Chine du Sud l'accès à leur zone de pêche nationale située à l'intérieur de la zone économique exclusive de ces pays. Puis l'année dernière, les Chinois ont publié un polygone à l'intérieur duquel la pêche ne pourra être autorisée qu'à condition de demander l'autorisation préalable à la Chine. Or, lorsqu'on regarde la configuration de ce polygone, il correspond à epsilon près, qui correspond à la revendication globale chinoise sur la mer de Chine du Sud. C'est à partir du grand port vietnamien de Da Nang que partent les campagnes de pêche pour les îles Paracel. Les pêcheurs vietnamiens sont l'objet de répression de la part de la Chine. Selon des sources officielles, 2000 d'entre eux ont été victimes d'agressions chinoises entre 2002 et 2014.
Certains y ont laissé la vie. D'autres ont été libérés contre rançon. On était poursuivis comme des voleurs. Ils nous ont poursuivis. Nous avons essayé de les semer. Avec mes bateaux, le 90-508 et le 90-152. C'est celui-là. Le 90-508 a pu s'échapper et faire demi-tour. Le navire chinois a percuté l'autre. Le 90-152, celui-là, il a chaviré et a été complètement renversé. Les Chinois nous ont brutalisés et ils ont rassemblé tout l'équipage à l'avant du bateau. Puis ils ont tout saccagé avec beaucoup de violence. Quand je pêche avec les autres pêcheurs, ils me racontent beaucoup d'histoires. C'est souvent le même procédé. Ils cassent tout, ils frappent les gens, ils les battent et les séquestrent. Une fois, ils ont déversé du pétrole dans la cale des poissons qu'on avait pêchés, pour qu'ils soient immangeables. Le risque élevé, c'est celui d'un conflit entre pêcheurs, puisqu'on se bat pour avoir accès à la ressource que représente le poisson ou les coquillages. Et c'est un conflit entre pêcheurs qui serait mal maîtrisé par les gardes-côtes des deux puissances tutélaires et qui ensuite dégénérerait et les marines viendraient à la rescousse. Ça, c'est aussi un risque d'escalade réel. Du point de vue de la Chine, le tracé en 9 traits délimite un territoire national, et tout ce qui se trouve à l'intérieur est sous sa souveraineté. Or, dans cette zone, il y a 2 groupes d'îles, les Paracels au nord et les Spratlais au sud. Les pays riverains de ces îles considèrent qu'elles leur appartiennent, car elles se situent à l'intérieur de leur ZEE ou sur leur plateau continental. Alors en réalité, à qui appartiennent ces îles ? Quand on regarde concrètement les choses, que ce soit les îles Spratlais ou les Paracels, ce sont des îlots inhabités pour la plupart. Il y en a certains qui en plus sont recouverts à marée haute. Donc ce sont des poussières d'îles, des poussières d'îlots qui n'ont pas un enjeu fort, en tout cas au lendemain de la guerre. Ça n'est qu'après, justement, que ça va devenir important quand ces îles ou ces îlots vont donner droit à des ZEE. Là, pour le coup, ça n'est pas neutre, puisque on peut avoir une petite île et autour, on a un espace maritime de 200 nautiques et où toutes les ressources appartiennent à l'État qui est propriétaire de cet îlot ou de cette île. Prenons par exemple les îles Paracels, situées à égale distance des côtes chinoises et vietnamiennes. Les Chinois se sont emparés des Paracels en 1974, mais le Vietnam revendique aujourd'hui cet archipel. Il a réuni des preuves historiques pour défendre sa souveraineté sur ces territoires. En étudiant les cartes anciennes de la Chine, on voit clairement que l'extrémité méridionale du territoire chinois ne dépasse pas l'île d'Hainan, en mer de Chine méridionale. Et la ligne en 9 traits ne délimitait pas les frontières de la Chine, comme ce que revendique la Chine actuellement. L'île de Lison, à proximité de Da Nang, sert d'avant-poste depuis le XVIIe siècle pour les campagnes de pêche vietnamiennes dans les îles Paracels. Voici le mandat qui date de la dynastie Tuduk, donné par le gouverneur de province, à M. Cao Cao, notre arrière-arrière-arrière-grand-père. Ce mandat date d'il y a longtemps, mais il présente une valeur historique très importante. M. Cao Cao a conservé des documents qui prouvent l'exploitation des îles Paracels et Spratlais. Il y a des traces historiques qui prouvent la relation entre les îles Paracels et le Vietnam. Ce sont des tablettes ancestrales, des tombeaux, des mandats et des actes de vente immobiliers signés par différentes personnes. En plus, notre village, particulièrement les familles anciennes, organise tous les ans des fêtes traditionnelles, surtout au mois de février, pour la cérémonie Kaole, qui rend hommage aux soldats des îles Paracels. La Chine, de son côté, applique aux îles Paracels, qui sont non pas un État, mais simplement un groupe d'îles, le statut d'État archipel et donc le délimite
comme doivent l'être les États archipels, alors que normalement, ce ne seraient que les îles qui se prêtent à une vie autonome, une vie humaine autonome, à partir desquelles devrait être déterminée la mer territoriale, la zone économique exclusive, etc., etc. À partir du moment où la Chine détermine autour des paracels des délimitations qui sont propres à un État archipel, eh bien, elle s'offre la possibilité d'une zone économique exclusive absolument énorme. D'un point de vue historique, la Chine est présente en mer de Chine depuis 1000 ans, voire 2000 ans. C'est un fait historique. Donc, depuis la nuit des temps, les pêcheurs chinois allaient pêcher en mer de Chine du Sud. Pendant leurs activités de pêche, ils ont découvert beaucoup d'îles et de récifs dans cette zone. Donc, au regard du droit international actuel de la mer, le pays dont le peuple a découvert une île en premier, eh bien, la propriété de l'île lui revient, car il en a fait la découverte. La Chine appuie ses revendications actuelles sur son histoire. À l'époque de l'essor éclatant de la civilisation chinoise, sous la dynastie des Han, puis celle des Ming, des marins auraient exploré et utilisé la mer de Chine. Ces épisodes, qui ont eu lieu il y a 2000 ans, puis au XVe siècle avec l'amiral Zheng He, fondent aujourd'hui Pékin à revendiquer l'ensemble de la mer de Chine. À ce titre, la Grèce ou l'Italie contemporaine pourraient revendiquer l'ensemble de la Méditerranée au nom de leur histoire dans l'Antiquité. Aujourd'hui, l'un des enjeux de la mer de Chine est l'exploitation de vastes zones d'hydrocarbures. Et lorsqu'on regarde les cartes avec le tracé en 9 traits, eh bien, le tracé en 9 traits recoupe absolument tous les gisements qui sont répertoriés ou supposés sous ce plateau continental. En mai 2014, la Chine a positionné une plateforme pétrolière géante dans les eaux contrôlées par le Vietnam, à 160 km au large de la ville de Da Nang. Une soixantaine de gardes-côtes chinois a rendu impossible l'accès des Vietnamiens à cette zone, où ils avaient pourtant l'habitude de pêcher. Le Vietnam a toujours refusé d'exploiter conjointement avec la Chine ses réserves de pétrole. Alors l'arrivée de la plateforme chinoise dans ses eaux territoriales a déclenché une succession de réactions violentes. Không hề đơn giản chỉ là việc Trung Quốc xâm phạm cái vùng biển của Việt Nam mà bằng hành động này Trung Quốc muốn thể hiện và muốn thể hiện và muốn thực hiện một phần nào cái bước đi cái chiến lược của mình nhằm xâm lấn Biển Đông và Les Chinois, de leur côté, eh bien, disent que la plateforme en question était dans la zone continue des paracels. Enfin, toujours est-il que ça a créé un remous énorme, d'autant plus que les Vietnamiens, du coup, se sont pris à des installations chinoises au Vietnam. Et donc, il y a même des Taïwanais qui ont été confondus avec des Chinois du continent et qui ont subi des actes violents de la part des Vietnamiens. En réaction aux incidents navals, des émeutes nationalistes ont éclaté aux abords des zones industrielles à capitaux étrangers, avant de s'étendre aux autres provinces du Vietnam, provoquant la mort d'au moins 2 ressortissants chinois. 400 usines étrangères ont été touchées par les pillages et les incendies, et beaucoup d'autres ont été contraintes à la fermeture. Quelques jours plus tard, la Chine a envoyé des bateaux vers le Vietnam afin d'évacuer 4000 de ses ressortissants. We are strongly concerned about dangerous conduct and intimidation by vessels in the disputed area. We call on all parties to conduct themselves in a safe and appropriate manner, exercise restraint, and address competing sovereignty claims peacefully, diplomatically, and in accordance with international law. La presse internationale a alerté l'opinion mondiale pour témoigner de notre détermination politique et a ainsi contraint la Chine à sortir la plateforme 981 de notre zone économique exclusive. Ils ont fini par retirer leur plateforme HD 981 en prétextant l'arrivée d'un typhon
Exact, c'est tout à fait juste. Extrêmement violent. Donc ça leur a permis de se retirer en sauvant la face. Et après ça, ils ont proposé des négociations aux Vietnamiens. Alors il y a tout un tas d'autorités chinoises qui sont venues au Vietnam parce que les Vietnamiens en même temps ont menacé de présenter une requête devant la Cour permanente d'arbitrage, comme les Philippins l'ont fait. Et donc là, les Chinois ont quand même pris peur. Et on se retrouve dans le cas de figure où la Chine crée une provocation, elle se retire et propose de négocier. Donc elle a fait 2 pas en avant, elle fait un pas en arrière, mais au total, elle a gagné un pas. Même s'il existe des problèmes en mer de Chine du Sud entre la Chine et le Vietnam, cela n'a pas porté atteinte à la coopération économique et aux relations amicales. Mais ces derniers temps, le Vietnam a entrepris des actions contraignantes et unilatérales pour défier les droits des Chinois. Cela nous a obligés à prendre certaines mesures, créant une situation tendue entre les 2 pays en mer de Chine du Sud. Comme ce qui s'est passé en mai 2014, lorsque la plateforme de forage a effectué des opérations légales dans la zone appartenant à la Chine. Au début, le gouvernement vietnamien a laissé faire les manifestations anti-chinoises. Puis, il y a brusquement mis un terme, afin de sauvegarder les activités économiques vitales qui lient les 2 pays. Dans le passé, la Chine a aidé le Vietnam au cours de sa lutte pour l'indépendance contre la France, puis contre les États-Unis. Elle lui a fourni armes, conseillers et bases arrières de repli. Selon les mots de Mao Tse-tung, la Chine et le Vietnam sont comme la dent et la lèvre, car, ajoutait-il, quand la lèvre s'ouvre, la dent a froid. Le volume des échanges entre le Vietnam et la Chine a plus que triplé au cours des dernières années. Si bien que la Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Vietnam devant le Japon et les États-Unis. Les premiers investisseurs chinois qui sont arrivés au Vietnam sont venus autour de 2005 ou 2006. Et après cela, de plus en plus d'investisseurs sont arrivés. En raison de l'augmentation des coûts en Chine, de la question de l'environnement, ils ont choisi de délocaliser. En fait, je pense qu'aujourd'hui, le Vietnam est certainement l'endroit le plus avantageux pour les investisseurs étrangers. Cela n'empêche pas le Vietnam de continuer à revendiquer les paracels. Mais les Chinois y sont durablement installés. Ils ont établi sur l'île de Woody Island, une île des paracels, le chef-lieu du district de Sansha, qu'ils considèrent comme territoire national chinois. Le bâtiment du gouvernement ressemble étrangement à un mélange de la Maison-Blanche et du Congrès des États-Unis. Des urbanistes ont imaginé l'évolution de Woody Island dans le futur. Au sud, la Chine a investi des atolls et des îlots dans les Spratleys pour les transformer en îles. Les Philippines et une revue militaire britannique ont révélé à la presse internationale l'existence de ces chantiers. Les Américains suivent attentivement l'extension des travaux. A Senate hearing this week heard Assistant Secretary of State Daniel Russell and other officials urge China to stop the construction. U.S. officials see building on the reefs as a power play to exert control over international waters. We claim the right of innocent passage in such areas, and we exercise that right regularly, both in the South China Sea and globally. And we're going to continue exercising that right, both on the surface of the water and in the air. Images from Google Earth have documented China's work on 4 reefs. Assistant Secretary of Defense Scheer and Assistant Secretary of State Russell assured lawmakers the U.S. would continue to maintain military superiority through the deployment of aircraft and combat ships in the region. Les Chinois, mais
pas uniquement eux, sont tous lancés dans une espèce de course effrénée pour transformer ces îlots en îles. C'est-à-dire qu'on fait des constructions sur pilotis, on a des véritables constructions en dur, en ciment, de base, on les habite en permanence. Tout ça pour arriver à une qualification juridique d'île et donc obtenir la ZEE qui va avec. En dehors de la Chine, d'autres pays comme la Malaisie, le Vietnam, les Philippines, le Brunei et Taïwan revendiquent leur souveraineté sur des îles et des îlots qu'ils occupent déjà dans les Spratlys. L'exemple du récif de Mischief, situé au large des côtes philippines, est instructif. Dans les années 90, la Chine a construit des structures sur pilotis en prétendant que c'était des abris pour pêcheurs. Les Philippins ont protesté, car l'atoll se trouve dans leur ZEE, mais en vain. Par la suite, la Chine a transformé les abris en installations militaires. And it is obvious from their structures that they start with these octagonal structures and then they move forward. And then you have concrete bunkers, concrete headquarters, piers. So in the end, it is the best description is a creeping invasion. Face à cette stratégie chinoise d'occupation, les Philippines ont présenté une requête à la Cour d'arbitrage de La Haye. Nous avons demandé au tribunal d'arbitrage de nous dire quel est exactement notre droit maritime. Est-ce que cette ligne en 9 traits est conforme à la loi internationale? Nous demandons cela. Nous avons essayé d'avoir avec eux un dialogue bilatéral. Mais la Chine soutient que leur souveraineté sur cette zone est indiscutable. Et la question est intéressante puisqu'en fait, évidemment, pour qu'il y ait arbitrage, il faut être deux. Donc ils n'ont pas posé la question de à qui appartiennent cette île ou cet îlot. Ils ont simplement posé la question de savoir si c'était une île ou un îlot. Si c'est une île, comme le revendiquent les Chinois, on a droit à une ZEE et ce sera plus compliqué. Si c'est un îlot, comme le soutiennent les Philippines, pour le coup, il n'y a pas de ZEE et elle est totalement intégrée dans la ZEE philippine. Donc là, la Cour d'arbitrage, pour l'instant, ne s'est pas prononcée sur la question, mais ça va être quelque chose qui, juridiquement, sera intéressant, quand ils en viendront à ça, en tout cas. Les Philippines ont introduit une procédure à la Cour permanente d'arbitrage. Mais il y a un problème dans le cadre de la Convention de l'ONU sur le droit de la mer. Le tribunal souligne qu'il ne s'occupe que de la gestion et des litiges des océans, mais il n'a pas de droit sur les affaires concernant le continent et le territoire. Donc, le tribunal international du droit de la mer n'est pas compétent pour décider à qui appartiennent ces îles, ni qui a la souveraineté sur ces territoires. Nous avons présenté une lettre avec nos observations au tribunal international du droit de la mer qui dit que nous ne reconnaissons pas la compétence du tribunal. Mais ça suppose que ces pays soient prêts à accepter de perdre une partie, parce que de toute façon, on n'obtient jamais gain de cause à 100%. Et ça suppose donc qu'il y ait un accord au départ sur la volonté de trancher ce différend par voie juridique. Et actuellement, dans la zone, on n'en est pas là du tout. Donc le droit viendra peut-être plus tard. Peut-être que dans 50 ans ou 60 ans, il y aura des relations apaisées dans la zone. Politiquement, on sera arrivé à des relations plus stables. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Nous continuerons à user de la voie diplomatique. La diplomatie restera le meilleur mode d'action, quelle que soit la décision que prendra le tribunal arbitral. Le problème qui se pose est de savoir si la Cour permanente d'arbitrage se déclarera compétente ou incompétente pour traiter de la totalité du dossier ou seulement sur une partie du dossier. Si elle se déclare compétente sur une partie du dossier, elle devrait pouvoir statuer sur la légalité ou l'illégalité du tracé en 9 traits. Je dirais que si on arrive à cette conclusion-là, le monde entier sera sauvé. Le monde entier sera sauvé parce qu'à partir du moment où le tracé en 9 traits sera déclaré illégal, il n'y a pas de raison que la Chine persiste et signe. Si la Cour permanente d'arbitrage rend un jugement, son jugement, il faut le dire, n'aura pas de force exécutoire pour les pays concernés.
C'est pourquoi la Chine n'envisage pas de participer à l'arbitrage introduit par les Philippines devant la Cour permanente d'arbitrage de l'ONU. Dans la mer de Chine de l'Est, au nord de Taïwan, la Chine entretient un autre conflit, cette fois-ci avec le Japon. Le différend porte sur l'archipel des îles Senkaku-Diaoyu, 8 îlots inhabités, isolés et inhospitaliers. Le Japon administre ces îles depuis plus d'un siècle. Inquiet de la montée en puissance de la Chine, il nationalise soudainement 3 d'entre elles en 2012. Mais la Chine revendique aussi la souveraineté sur cet archipel. Et le changement de statut voulu par Tokyo provoque une forte réaction à Beijing. 日本方面所谓的购岛行动完全是非法和无效的，完全改变不了钓鱼岛属于中国的事实，也改变不了日方窃取钓鱼岛的这个事实。我们要求日本方面切实的放弃错误做法。 Des activistes chinois répliquent à la nationalisation en débarquant sur l'archipel des Senkaku-Diaoyu, où ils sont attendus par la police japonaise. En Chine, la nationalisation des îles Senkaku-Diaoyu par le Japon a provoqué une forte réaction populaire. Des manifestations éclatent dans des dizaines de villes et des biens japonais, magasins, voitures, usines sont saccagés. Sur les Senkaku, on a un conflit donc issu de la Seconde Guerre mondiale où le Japon est resté maître des Senkaku. La Chine revendique ces îles. On a aussi les suites de 1945 qui ne sont pas solutionnées encore, puisqu'on a encore des conflits des conflits de mémoire, des conflits symboliques aussi, mais qui ne sont pas neutres, entre le Japon et la Corée, les deux Corées d'ailleurs, de ce point de vue-là, le Japon et la Chine. Donc les conflits sont encore sous-jacents, il n'y a pas eu d'Union européenne finalement. Il y a des nationalismes qui sont encore très forts, parce qu'en Europe on a oublié depuis un petit moment. Et donc pour avoir une discussion, les dirigeants doivent tenir compte de leurs opinions publiques et ça rend les choses un petit peu compliquées. En 2012, Shinzo Abe accède pour la deuxième fois au poste de Premier ministre. Il appartient à un courant ultra-conservateur, partisan d'une ligne dure avec la Chine. Chacun affirme sa souveraineté sur cet archipel et dans un univers où la face a beaucoup d'importance, où les passions sont souvent exacerbées par le souvenir de l'histoire récente, souvenons-nous des atrocités commises par les Japonais en Chine. Il y a un passé lourd à porter. Le sentiment anti-japonais est aujourd'hui largement répandu en Chine. La raison principale est que le Japon n'a jamais pleinement, sincèrement reconnu les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. En 2014, le président Xi Jinping a tenu à commémorer le massacre de Nankin. Après avoir conquis Shanghai, les soldats nippons arrivent à Nankin. Le 9 décembre, le général chinois qui défendait la ville s'enfuit avec son état-major, laissant 100 000 soldats face à une puissante armée japonaise. Pendant les 6 semaines qui suivent, des dizaines de milliers de civils et de soldats désarmés sont assassinés. Des dizaines de milliers de femmes sont violées par les soldats japonais. L'ampleur des crimes japonais en Chine pendant la Seconde Guerre mondiale alimente le conflit mémoriel entre les deux pays. Un comité d'historiens a été créé pour rapprocher les deux points de vue. En fait, c'est un chiffre cité par le tribunal des crimes de guerre de Nankin.
Ce chiffre n'a pas fait l'objet de démonstrations sérieuses par les chercheurs. Nous ne disposons pas de moyens qui nous permettraient de le prouver. Donc, sous l'angle académique, on peut employer le chiffre de 300 000, mais on peut aussi utiliser le chiffre de 200 000, défini par le tribunal militaire de Tokyo. On pourrait même rectifier ces deux chiffres après des recherches spécifiques. Mais il y a un point fondamental. Il faut reconnaître les dommages de la guerre et le massacre de Nankin lui-même. Nous voulions comparer les analyses japonaises et chinoises pour établir une seule conscience historique. Nous avons dû nous rendre à l'évidence. Il existe un écart important entre les deux histoires, ce que nous avons appelé l'histoire parallèle. Nous avons finalement décidé d'écrire d'abord chacun notre histoire. Des deux versions, nous garderons ce sur quoi nous sommes d'accord. Il existe donc deux rapports distincts, l'un du groupe japonais et l'autre du groupe chinois. Le Japon a déjà reconnu ces actes d'invasion pendant la guerre. Ils ont présenté à la Chine leurs réflexions et leurs excuses. On peut le voir avec la déclaration conjointe sino-japonaise de 1972 et le traité de paix et d'amitié entre la République populaire de Chine et le Japon de 1978. Cela prouve cet état des choses. Mais alors pourquoi y a-t-il toujours des problèmes ? Bien que le gouvernement japonais possède déjà certains documents qui l'affirment explicitement, des hommes politiques de droite cherchent à nier plusieurs de ces faits. Certains ministres et députés de droite vont régulièrement honorer le sanctuaire de Yasukuni, où figure la liste des soldats morts pour le Japon. Le nom de 14 grands criminels de guerre y ont été secrètement ajoutés en 1978. Ces visites sont donc invariablement interprétées en Chine comme une volonté de réhabilitation du passé militariste nippon. La relecture du passé impérial japonais concerne aussi le domaine de l'enseignement. Un courant révisionniste, dans la mouvance du gouvernement de Shinzo Abe, a rédigé un manuel scolaire qui présente un autre récit de l'histoire. Ce manuel négationniste est diffusé dans 1% des établissements japonais. Parmi les manuels scolaires d'après-guerre, et surtout ceux d'aujourd'hui, quand on regarde les grandes lignes, ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'ils sont écrits de manière à dévaloriser le Japon. Le massacre n'est pas la vérité. Il n'y a aucun document qui prouve que le massacre a réellement eu lieu. Ces documents expriment le retour de la paix et de la vie joyeuse. Il y a beaucoup de photos comme celle-ci. Les enfants échangent avec les soldats japonais. Avec la conviction que le massacre de Nankin n'a pas eu lieu, nous avons réécrit notre manuel scolaire. Au Japon, la population a été très choquée par la brutalité exprimée à son encontre lors de ces émeutes en Chine. Le mouvement ultranationaliste Ganbare Nippon exploite cette peur et s'engage dans une surenchère belliqueuse. La revendication chinoise est absurde. Ce n'est rien d'autre qu'un acte d'agression. Si la Chine persiste à revendiquer sa légitimité, qu'elle agisse auprès de la Cour internationale de justice, à La Haye, aux Pays-Bas. Mais la Chine n'a jamais voulu le faire. Le 19 août 2012, M. Mizushima du mouvement Ganbare Nippon se rend sur les îles Senkaku-Diaoyu à la suite du débarquement des activistes chinois survenu quelques jours plus tôt. Il veut ainsi marquer son attachement au territoire national. Cette crise autour des îles Senkaku-Diaoyu ne risque-t-elle pas de contrarier les relations économiques entre la Chine et le Japon ?
Le Japon a fait de gros investissements financiers en Chine. Bien sûr, ils sont encore en cours. Mais les nouveaux investissements en Chine ont vraiment plongé et le volume des échanges commerciaux a chuté. De 2013 à 2014, le volume a chuté environ de 40%. Et c'est vraiment une baisse drastique des investissements. Le Japon, par exemple, toute sa base industrielle est en Chine. Donc il y a une intégration et une dépendance très forte entre les deux. La Chine a besoin des technologies japonaises, le Japon a besoin de la main-d'œuvre chinoise. Donc il y a une intégration économique assez forte, mais qui n'a pas débouché justement sur, en tout cas, une entente politique. Pourtant, dans les années 70, les deux pays avaient trouvé un terrain d'entente. En 1978, le dirigeant chinois Deng Xiaoping signait un traité de paix et de coopération avec le Japon. La coopération portait notamment sur l'exploitation commune de gisements d'hydrocarbures découverts au milieu de la mer de Chine de l'Est, au nord des îles Senkaku-Diaoyu. Deng Xiaoping, finalement, était parti sur une idée qu'on pouvait exploiter en commun les ressources de la mer, en se parlant, en discutant, et surtout en ne s'intéressant pas à la question de la possession. Et donc on faisait une exploitation conjointe, et puis on laissait, comme il disait, aux générations futures le soin de trancher les différends. En nationalisant les îles Senkaku-Diaoyu, les Japonais ont, du point de vue de Beijing, brisé le statu quo qui existait entre les deux pays depuis les années 70. De son côté, le gouvernement de Shinzo Abe a saisi l'occasion des manifestations anti-japonaises pour dénoncer la menace chinoise sur la sécurité du Japon et pour avancer ses projets de militarisation du pays. 内閣総理大臣である私はいかなる事態にあっても国民の命を守る責任があるはずです。そして人々の幸せを願って作られた日本国憲法がこうした事態にあって国民の命を守る責任を放棄せよと言っているとは私にはどうしても考えられません。 Shinzo Abe considère que l'article 9 de la Constitution japonaise de 1947, d'inspiration pacifiste, empêche le pays de se défendre correctement. Il a donc fait voter en 2015 une loi permettant des opérations militaires à l'étranger. Les Américains ont salué cette initiative qui peut s'avérer utile dans le cadre de leur alliance avec le Japon. Ce sont pourtant eux qui ont rédigé et imposé le texte de la Constitution japonaise après la défaite. In top hats and frock coats of diplomacy, they are like undertakers at their country's funeral. For the Japs, it's the end of a road of bandit conquest, invading China, forming alliance with Nazi Germany, taking advantage of the European war to strike in the Pacific, the Pearl Harbor sneak attack, and inhuman atrocities in war. Lors de la rédaction de la Constitution pacifiste, il y avait la pression extérieure des Américains ou des Alliés pour limiter les forces militaires japonaises, parce que le Japon avait provoqué la guerre. Mais d'un autre côté, l'impulsion est venue du Japon lui-même. Les Japonais pensaient qu'ils ne feraient plus jamais la guerre parce que la guerre avait été très cruelle. C'est un objectif assez idéaliste, si on peut dire. Mais aujourd'hui, le Japon a vraiment l'impression que cette position lui joue des tours. Pourquoi ? Dans le contexte global actuel, il ne peut être le seul pays à rester pacifiste. La base navale de Yokosuka est située à l'entrée de la baie de Tokyo. Elle abrite le quartier général de la 7e flotte américaine. Depuis 1945, les États-Unis maintiennent 50 000 soldats sur le sol nippon. Une alliance militaire très solide lie les deux pays. でその範囲に100本ミサイルが飛んできても全てを撃ち落としてくれる、それがイージス艦という艦船になりますからね。じゃあここからもっと奥の方に入っていきます。これイージス艦なんですね。でそのもっと奥見れます建物みたいにすごく大きな船いませんか？私のクレーンの付け根あたりに。あれは何回見たってイージス
艦じゃないですよ。レーダーもないし作りが全然違う。あれが空母ですからね。アメリカ海軍の原子力空母ジョージ・ワシントンという艦船。空母の全長が長さ約333メートルあるんですね。333メーター例えるのであれば、東京タワーを横に倒すとその長さはほとんど同じだと考えてください。で、高さとしては約75メートルです。これがビル20階建てと同じぐらいの大きさになるんですね。で、これだけ大きな船に乗せられる戦闘機の数は最大で80機。これが世界最大級ですよ。Okinawa se trouve à 1500 km de Tokyo et à 700 km des côtes chinoises. Cette île japonaise est la pièce centrale du dispositif militaire américain dans cette partie du monde. La majorité des soldats américains au Japon y est stationnée. Les nombreuses bases et les champs d'exercice accaparent 20% du territoire de l'île. Les avions Osprey, positionnés dans les bases américaines de la région en 2012, font partie du dispositif stratégique des États-Unis. Ces avions, très maniables, pourraient déposer rapidement matériel et soldats sur les îles Senkaku-Diaoyu en cas d'agression des forces chinoises. Les interventions américaines s'effectuent dans un vaste cadre appelé le rééquilibrage stratégique. Ils ont donc orienté leur pivot stratégique vers l'Asie. Mais en fait, ce pivot a une visée spéciale. En réalité, c'est la Chine qui est visée. La Chine est leur cible principale. Pour les États-Unis, c'est une manière de maintenir sa prétendue place hégémonique et sa position dominante dans la zone Asie-Pacifique. Ils visent la Chine et mènent des actions qui créent beaucoup de problèmes et de pression sur la Chine. Nous, les États-Unis, nous ne prenons pas position sur la souveraineté de ces territoires. C'est aux parties impliquées de trouver une solution et de résoudre le problème. Ce que les États-Unis peuvent faire comme amis, comme partenaires, comme alliés de différents pays dans la région, c'est de soutenir la paix et la stabilité en mer de Chine méridionale. La Chine a réagi au pivot américain en dénonçant une tactique d'endiguement de son espace stratégique. Ainsi, les bases militaires chinoises, créées dans les îles Paracel et Spratly, visent à repousser la présence militaire des États-Unis en dehors de la mer de Chine du Sud. Pourquoi les Chinois veulent faire le vide militaire en mer de Chine du Sud? Bon, c'est essentiel. Leur base navale de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins se situe au sud-est de l'île de Hainan, à Sanya. Et que ces sous-marins, pour l'instant, eh bien, sont encore bruyants, donc facilement détectables. Les Chinois ont choisi cette région-là parce que c'est là que le plateau continental est le moins large entre la base de Sanya et les hauts fonds de la mer de Chine du Sud. Donc le problème des Chinois, c'est de pouvoir faire amener leurs sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dans le Pacifique, et donc de ne pas être détectés à la sortie des ports. La Chine est en train de se doter d'une force de dissuasion nucléaire maritime avec des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Elle a réussi le premier tir de missile en courant de l'année dernière. Donc on en est encore aux prémices, mais l'effort est là et la construction se poursuit. Le problème pour ces sous-marins, c'est qu'il faut qu'ils aient accès aux eaux profondes du Pacifique pour pouvoir se rapprocher des États-Unis et menacer les États-Unis depuis une vaste zone, rendant leurs tirs de plus en plus efficaces. La Chine a tout à fait le droit d'organiser sa défense, mais elle n'a pas le droit de prendre en otage une mer internationale parce qu'elle a des problèmes avec ses sous-marins. On est dans du jeu de go, on n'est plus dans du jeu d'échecs. Et c'est à qui étendra son influence ou préservera son influence
le plus longtemps possible sur les pays de la région. L'attitude autoritaire de la Chine envers ses voisins a eu pour effet de rapprocher ces derniers des États-Unis. Ainsi, le Japon fournit des patrouilleurs aux gardes-côtes philippins. Les États-Unis négocient leur retour aux Philippines. Ils se rapprochent aussi du Vietnam. En fin de compte, la position stratégique des États-Unis, menacée un temps par la montée en puissance de l'armée chinoise, se trouve maintenant renforcée. Dans toute cette confrontation qu'il y a eu entre la Chine et le Japon autour des Senkaku ou sur la position philippine, les Américains, on sent bien qu'en arrière-plan, ils n'ont qu'une crainte, c'est d'être entraînés par leurs alliés de la zone dans une confrontation avec la Chine. Mais les États-Unis sont plutôt un facteur d'apaisement dans la zone par rapport à leurs alliés. Les Américains n'ont pas envie d'une guerre avec la Chine, pas plus que les Chinois d'ailleurs, parce que le risque qui se présente, ça serait la destruction mutuelle assurée. Donc on retombe dans un contexte de guerre froide, et il est bien évident que pour l'instant, les États-Unis n'ont pas envie de perdre leur suprématie mondiale, et les Chinois n'ont pas envie de perdre la possibilité de prendre la suprématie mondiale. Aujourd'hui, malgré l'effort soutenu pour développer sa puissance militaire, la Chine est encore loin du niveau de l'armée américaine. Mais les stratèges chinois se projettent à long terme. Leurs objectifs pour rattraper les États-Unis se situent à 30, 40 ou 50 ans. After all, China is a large country of over 1.3 billion people. It is like a big guy in the crowd. Others will naturally wonder how the big guy will move and act, and be concerned that the big guy may push them around, stand in their way, or even take up their place. L'expansion de la Chine est souvent perçue en Europe et aux États-Unis comme une menace. En revanche, pour les pays de la mer de Chine, en dépit des différends territoriaux, Beijing demeure un partenaire naturel et déterminant. La Chine dominera l'Asie dans le futur, et les Américains y joueront probablement un rôle de plus en plus restreint. Still, in times of great change and uncertainty, the future can seem unsettling. Across a vast ocean, it's impossible to know what lies beyond the horizon. But if this vast region and its people teach us anything, it's the yearning for liberty and progress will not be denied. La Chine se développe autour de ses frontières, gagne son emprise sur ses voisins directs, grignote sur la mer. La géographie reprend ses droits. La Chine se sent chez elle en mer de Chine, alors que les États-Unis en sont séparés par le plus grand océan du monde. Mais nul ne sait qui de ces deux puissances occupera la première place dans l'avenir.